toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cet amphithéâtre de la rue d'Athènes à Paris. Toute l'équipe de VRT, Ville, Rail et Transport, le magazine des professionnels de la mobilité, est heureuse de vous accueillir pour une nouvelle conférence sur le thème des bus propres. Ces derniers mois, l'augmentation du coût des énergies et la quasi-impossibilité d'en prévoir l'évolution à court et à moyen terme a profondément bouleversé l'écosystème du transport par autobus. Pour en mesurer toutes les conséquences et également essayer d'apporter des réponses concrètes, nous avons réuni ici ce soir une ingénierie, Systra, deux industriels, le constructeur Iveco Bus et l'équipementier Wabtec, et deux opérateurs, Keolis et la RATP. Je me tourne d'abord vers vous, François Varnier de Vailly, vous êtes le directeur du programme Bus 2025 pour la RATP. Pourriez-vous nous rappeler ce qu'est Bus 2025 et également nous préciser où nous en sommes actuellement ? Bonsoir. Je pense qu'il est important de se rappeler que ce programme que la RATP fait est pour le compte d'Île-de-France Mobilité dans un premier temps, et que ce programme est aussi financé par l'Union européenne, tout de même sur des montants significatifs, et ça me semble important de le rappeler. Donc nous, on n'est plus sur ce programme-là. On n'est plus dans une phase d'expérimentation. On est vraiment dans une phase de déploiement industriel massif. Nous avons aujourd'hui, sur les 25 COB, donc centre-bus de l'Île-de-France, il y en a déjà 12 dans lesquels on a fini les travaux. Et donc, on est en phase de déploiement massif de matériel roulant, ou fini, ou en cours. Donc, on est vraiment sur un sujet maintenant industriel de déploiement massif et de poursuite au même moment avec 12 centres-bus qui sont en travaux autour de l'Île-de-France. Donc on est vraiment sur ce sujet-là de comment maintenir l'exploitation à plein régime tout en faisant des travaux. Donc c'est un sujet d'organisation principalement. Sur le matériel roulant, on est sur quelque chose qui est même important. On a déjà pratiquement 700 bus électriques pour le compte d'Île-de-France Mobilité que l'on fait, qui sont en exploitation, et on a passé le 900e bus GNV. Donc par rapport à la flotte qu'exploite RATP pour le compte d'IDFM, juste se rappeler, IDFM c'est 10 000 ordre de grandeur, c'est 4005 pour la RATP. Voilà. Et dans cette organisation, on peut se dire que la transition est véritablement en marche. Voilà. Globalement, et par rapport au planning directeur qu'on avait bâti avec Île-de-France Mobilité il y a maintenant 5 ans, on est globalement au nominal qu'on s'était donné. Voilà. Et les cadences de réception de matériel roulant, c'est globalement 500 véhicules par an, donc pratiquement plus de 1 à 2 bus par jour qui arrivent. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans du massif au même moment. Voilà, donc ça vous redonne un peu les quelques ordres de grandeur. La moitié des sites qui sont globalement finis avec des infrastructures biométhano-électriques, et actuellement 500 véhicules qui arrivent par an. Voilà, pour le compte d'IDFM. Ça vous redonne à peu près les ordres de grandeur. Et est-ce que l'immobilisation des 148, je crois, voitures de la série 5 SE auront eu un impact sur la réalisation des objectifs ? Alors, sur ce sujet-là, on est en train de discuter avec l'administration qui va redonner les autorisations pour mettre en circulation ces véhicules. Sur les travaux de transition, 0 impact. Voilà, donc on a continué la même cadence qu'on s'était fixée, et donc on n'a pas eu d'impact au quotidien.
D'accord. Je me tourne vers vous, Bruno Lapéry. Maintenant, vous êtes le directeur du Centre d'excellence énergie bus chez Keolis. Quelle est la situation de votre groupe vis-à-vis, bien sûr, des enjeux de la transition énergétique et des engagements que vous avez pris? Bonjour Philippe. Oui, donc Keolis, opérateur de transport public, multimodal, hein, train, métro, tramway, et nos fameux 23 000 bus et cars dans une quinzaine de pays maintenant. Vis-à-vis de la transition énergétique, nous avons deux grands engagements à l'horizon 2030. Le premier, c'est de réduire de 30% l'intensité carbone de nos opérations par rapport à 2019. Et le deuxième, c'est de multiplier par 3 les kilomètres parcourus par nos bus et cars sur des énergies alternatives au diesel, donc en 2030. On est plutôt en avance par rapport à ces objectifs. Alors, je ne vais pas dire qu'on n'y est pas pour grand-chose, ce n'est pas vrai. Mais en fait, le mouvement de fond, c'est qu'il y a un marché qui est en train de bouger de manière extrêmement rapide. Et je pense qu'on va tous en parler ce soir. Le pli est pris et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Vraiment, ça va très 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 vite. L'Île-de-France, on est un très bel exemple. C'est d'ailleurs un très gros marché potentiel pour Keolis comme pour d'autres opérateurs. Ça va très très vite. C'est l'électrique qui se développe le plus rapidement, de très loin. On est à peu près à 1500 véhicules électriques dans le groupe Keolis aujourd'hui. Une quarantaine de bus à hydrogène maintenant. Et puis 2500 au bio-GNV. Donc ça va très très vite. Et on va en parler ce soir. L'énergie et la gestion de l'énergie devient un sujet extrêmement central, même quand on est opérateur de mobilité finalement. Et c'est ça la nouveauté. Et sinon, il n'y aurait pas de conférence ce soir sur ce sujet-là, évidemment. Et on a un énorme chemin collectif à parcourir. Les opérateurs, les industriels, les ingénieries, les consultants, les journalistes aussi. Je vous donne un exemple. Le groupe Keolis consomme en 2022 5500 gigawattheures. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée de ce que ça représente? C'est une question de culture générale et ça illustre bien le fait qu'on a tous à apprendre en fait. Parce que quand on vient du monde de la mobilité, on n'a aucune notion de ce qu'est l'énergie. Voilà. Quelqu'un dans la salle a une idée, peut répondre. 5500 gigawattheures. Donc 5500 gigawattheures, c'est à peu près un réacteur nucléaire. Pendant un an. Et donc c'est absolument énorme. C'est absolument mais énorme. non, c'est pas très gros en fait. Oui. À l'échelle d'un groupe comme, oui. de 15 pays. Oui. Voilà. 60% de cette énergie, c'est du gasoil et 20% d'électricité. Donc ça campe un peu le décor. Et cet équilibre-là est en train de changer très, très, très rapidement. Voilà. Est-ce que vous observez des disparités d'un pays à l'autre? Le réacteur, sans mauvais jus de mots, du changement, c'est l'Europe. Beaucoup plus l'Europe du Nord que l'Europe du Sud. Parce qu'en fait, l'Europe du Nord avait déjà franchi le pas des carburants décarbonés il y a 20 ans, 15 ans. Et donc maintenant, ils sont au deuxième pas, qui est l'électromobilité. Ça bouge très fort en Australie. Je parle que des pays où le groupe est présent. Hein. Australie, UK, États-Unis plutôt côte ouest. Le Canada, j'ai appris la semaine dernière que le Québec subventionnait les bus électriques à 95% et arrêtait de subventionner les bus thermiques. Voilà. Encore une province d'un grand pays qui va basculer très 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 rapidement. Donc oui, même les Émirats parlent l'électromobilité, première langue, ce qui est quand même absolument incroyable, quoi. Et le meilleur élève de la classe, votre point de vue, ce serait qui? C'est l'Île-de-France, évidemment. C'est très réconfortant. Jean-Marc Boucheret, vous êtes le Public Transport Sustainable Mobility Manager chez Iveco Bus. Quelle est l'évolution ces 5 dernières années des parts de marché pour les différentes énergies? Et ce que vous constatez, vous, en tant que constructeur? Oui. Je dirais qu'effectivement, c'est important de parler à la fois de la France par rapport aux autres pays, parce que mine de rien, c'est le pays qui réussit la transition énergétique le plus rapidement et en volume.
c'est une affaire de timing et c'est une affaire de volume. Certes, certains pays d'Europe du Nord sont plus avancés en termes de parts, mais en termes de quantité de véhicules immatriculés par an ces dernières années, on n'est pas au même niveau. Et je dirais que c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser aux bus parce que dans toutes les formes de mobilité qui sont la voiture particulière, les fourgons, les poids lourds, l'autobus et les autocars sont ceux pour lesquels la part d'énergie alternative est la plus forte. Et je veux dire une énergie alternative, ça veut dire une énergie avec des infrastructures nouvelles et différentes. C'est-à-dire, ça peut être de l'hydrogène, de la recharge électrique pour les batteries et en même temps pour le gaz. Typiquement, en France, l'année dernière, pour les autobus, c'était 87% des véhicules immatriculés qui dépendaient d'une énergie, gaz ou électrique ou hydrogène. Actuellement, c'est le GNV qui prend la plus grande partie, puisqu'on est en 2022 à 58% des véhicules immatriculés au GNV et 29% pour l'électrique à batterie. Cependant, je dirais une petite remarque, c'est qu'on a commencé à regarder le résultat des immatriculations sur les 5 premiers mois de 2023. Les GNV ont continué à monter, puisqu'on est aujourd'hui à 62%, donc on a continué à prendre davantage de véhicules GNV. En revanche, il y a momentanément une baisse de 40% des immatriculations de bus électriques sur les 5 premiers mois de l'année. Est-ce que c'est le reflet de la baisse des aides qui existaient auparavant, qui étaient le bonus, qui étaient les aides Mobus avec les C2E, qui était aussi le fait que certes l'ADEME a mis des programmes en branle pour l'aide à l'acquisition, mais qui n'ont peut-être pas trouvé suffisamment de réussite pour tous les porteurs de projets qui étaient engagés. Donc c'est quand même une petite alerte aujourd'hui sur ce thème-là. Voilà pour ce qui est de cette introduction sur la dynamique du marché. Et vous constatez des disparités importantes d'un pays à l'autre par rapport aux pays dans lesquels vous exportez? Aujourd'hui, la transition énergétique doit être financée tant pour le matériel roulant que pour la conversion des dépôts. Donc certains pays européens bénéficient d'aides remarquables issues de plans de résilience européens de sortie de Covid. Je pense à l'Allemagne qui bénéficie de grosso modo 300-350 millions d'euros par an successivement, déjà depuis 2 ans et ça va être prolongé encore. C'est le cas de l'Italie où nous investissons et je pourrais en revenir tout à l'heure. Pour l'instant, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas aussi partiellement de la Pologne. Pour l'instant, la France a plutôt fléché ses fonds européens sur le ferré plutôt que sur le matériel roulant conventionnel à pneus, j'allais dire. Olivier Compaoré, vous êtes le vice-président Product Line Charging and Power Transfer chez Wabtec. À la différence des 3 intervenants qui viennent de s'exprimer et qui ont déjà participé à nos conférences, j'en profite d'ailleurs pour les remercier infiniment. Vous-même, c'est la première fois que vous venez, mais l'un de vos collègues était venu nous voir pour une conférence sur les métros automatiques, puisque Wabtec est également très présent dans ce domaine-là. Wabtec est aussi présent dans le domaine ferroviaire en général, également dans le domaine maritime. Cela veut dire que vous développez en fait une stratégie générale, tout mode confondu, vers l'électrification. Bonjour à tous. Merci Philippe. Alors rapidement pour rappeler Wabtec. Wabtec aujourd'hui c'est le résultat de la fusion de 3 sociétés, Fevele Transport, Wabtec et GE Transport. Donc c'est un groupe aujourd'hui qui représente 8 milliards, qui est dans 50 pays, qui est principalement équipementier ferroviaire. Donc effectivement on conçoit, on développe et on maintient des équipements ferroviaires de freinage, de climatisation, pour différents modes de transport ferroviaire, tramway, métro, grande vitesse régionale. Mais Wabtec, c'est aussi un acteur important dans l'électrification des modes de transport. C'est peut-être moins connu par le grand public. Aujourd'hui, Wabtec est le leader mondial dans les points de charge, notamment sur la partie maritime charging. On fournit des équipements de charge pour les navires,
qui vont de 2 MW à 23 MW. On travaille aujourd'hui sur des projets à 90 MW. Wabtec, c'est également des solutions d'électrification pour les camions miniers. Donc, on fournit par exemple des sociétés comme Komatsu. Et effectivement, on utilise l'expérience qu'on a sur le ferroviaire, notamment avec nos pantographes, pour apporter des solutions de charge dans la partie bus. Donc, effectivement, la décarbonation du transport est au cœur de la stratégie de Wabtec. Et donc, avec la division CPT que je représente aujourd'hui, c'est un axe stratégique pour le groupe. D'accord. Et les navires que vous équipez, c'est des navires de quel tonnage, quel type de... Alors, navire. c'est tout type de navire. Donc, on fait de l'électrification de navires porte-conteneurs. On fait du ferry également. Si vous allez, par exemple, dans les pays nordiques, en Norvège, la plupart des ferries là-bas sont électriques. C'est juste impressionnant de voir ces ferries naviguer sans bruit. Et donc, on a la chance d'électrifier, de fournir des points de charge pour ces navires. Oui, ça doit être tout à fait intéressant. Benjamin Lugan, vous êtes le chef de projet transition énergétique chez Systra France. Alors, on le sait tous, l'électromobilité impose de travailler en mode projet, avec une vision système. Et finalement, c'est peut-être l'ingénierie qui est la plus à même de pouvoir développer cette vision système. Merci pour la question. Avant d'y répondre, je vais me présenter rapidement et je vais présenter Systra. Donc Benjamin Lugan, comme vous l'avez indiqué, je suis en charge des projets de transition énergétique au sein de Systra, qui est une ingénierie internationale dédiée à la mobilité. Alors, pour revenir sur la question, en effet, qu'est-ce qu'on a observé avec la transition énergétique ? Si je prends un peu de recul et que l'on regarde en fait le mode bus thermique fuel tel qu'on l'a connu ces dernières décennies, on a un véhicule qui est ultra performant en termes d'autonomie, on a un système d'avitaillement pompe à essence qui est également ultra performant en termes de temps de recharge, et on a une disponibilité de l'énergie fossile qui malheureusement était également extrêmement performante, modulo les grèves. Voilà, donc ça, c'est le point de départ. Si maintenant on applique la transition énergétique et si on regarde notamment l'électromobilité, on va avoir un véhicule qui est dont ses performances sont en fonction du contexte dans lequel il évolue, d'accord ? Le trafic, les conditions météo, la façon de conduire, le profil de la route, d'accord ? Donc, même si les performances aujourd'hui, elles s'améliorent d'année en année, entre 2017 et 2023, les performances des véhicules électriques n'ont absolument rien à voir. On reste encore un peu en deçà par rapport à ceux du véhicule diesel. Donc, mis bout à bout, on se retrouve avec un véhicule électrique qui a besoin d'infrastructures de recharge, qui elle-même, donc on est sur un temps de charge beaucoup plus long que celle du gasoil, et qui nécessite également des adaptations du réseau de transport électrique pour pouvoir alimenter l'ensemble. Et c'est là où, en fait, la notion d'ingénierie devient capitale, parce qu'il va falloir en fait prendre l'ensemble de ces différentes contraintes qui s'appliquent donc sur l'électromobilité pour pouvoir les dimensionner au mieux, les intégrer pour pouvoir répondre aux besoins d'un réseau de transport performant, industriel et sur l'ensemble de sa durée de vie. Et ce sont les opérateurs généralement qui viennent vous voir ou les autorités organisatrices pour définir finalement un projet ? Alors, oui, en effet, c'est les maîtres d'ouvrage et les opérateurs qui font appel à nos services pour leurs besoins d'ingénierie et d'intégration. Et c'est un peu la clé de voûte de nos projets. C'est-à-dire, moi j'aime bien ces projets d'électrification ou ces projets de transition énergétique. J'appelle ça des projets d'optimisation sous contrainte. C'est-à-dire que on va, je ne sais pas si vous connaissez la contrainte du sac à dos pour un alpiniste.
Non. Pas précisément. Alors, l'alpiniste qui a un objectif d'atteindre le sommet de l'Everest, il a son sac à dos. Dans son sac à dos, il a une charge utile maximum à transporter. Il va devoir faire des choix. D'accord. Qu'est-ce qui est plus intéressant de prendre, sa gazinière, son duvet, etc. Chacun de ces choix-là vont avoir un impact sur la charge qu'il va devoir transporter. Est-ce qu'il est mieux et préférable d'avoir un sac à dos plutôt light pour aller très rapidement au sommet avec derrière des enjeux de risque voilà, il va être plus à même d'avoir des risques par rapport à son trajet. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir un sac à dos bien lourd, bien chargé, justement pour faire face à tous ces risques? Donc, c'est la question et c'est l'objectif de ces problèmes-là d'optimisation sous contrainte. Et c'est exactement les mêmes enjeux, en tout cas les mêmes problématiques que l'on adresse au sein de Systra lorsqu'on a des projets de conversion et pour lesquels, pour essayer d'y résoudre, il est important, il est crucial d'avoir le besoin de l'opérateur. Il est besoin d'avoir la vision du mainteneur, d'accord, pour justement, au fur et à mesure et par itération, essayer d'y répondre et d'optimiser l'ensemble du système. Mmh. Alors, on le disait en préambule, l'augmentation sans précédent du coût des énergies, en fait, bouleverse donc cet écosystème du transport par autobus et finalement va imposer de trouver des pistes de sobriété énergétique. Et là, je me tourne vers vous à nouveau, François Varnier de Vailly, pour la RATP, parce qu'il se trouve que, bien sûr, on peut penser à l'éco-conduite, on peut penser également à des adaptations au niveau du tracé des lignes, mais visiblement, la manière dont on charge les véhicules peut avoir énormément d'importance, aussi bien d'ailleurs en gaz qu'en électrique, et tout particulièrement en électrique, où vous avez donc développé des technologies de smart charging, où vous êtes finalement actuellement très, très en avance par rapport aux autres acteurs. Alors effectivement, pour revenir un peu à ce que disait mon collègue opérateur, moi je pense qu'on est... la transition énergétique, c'est derrière nous. Le mouvement, il est tellement lancé qu'il ne s'arrêtera pas. Donc maintenant, je nous invite à passer de la transition énergétique à l'optimisation énergétique. On a tous pris conscience, et les crises récentes nous l'ont montré, que l'énergie était un bien rare et de plus en plus rare. Et donc on va vivre avec ce monde qui est sous contrainte, avec une énergie rare. Du coup, il nous appartient à nous, opérateurs, avec les industriels, chacun dans notre couloir, de préserver cette denrée rare. Voilà. Du coup, sur l'optimisation énergétique, qui est notre nouveau combat, voilà, aujourd'hui, c'est quels sont dans nos domaines de responsabilité. Alors, vous avez parlé de l'éco-conduite. OK, on a tous fait des efforts, on y arrive. Est-ce que c'est pas assez? Voilà. Mais globalement, on est en route. L'optimisation des routes qu'on a à faire, d'essayer de trouver entre le plus de clients, moins de clients et une route optimum, les hauts-le-pied, etc. Là aussi, les uns et les autres, on a tous beaucoup travaillé et on continue de travailler et on va optimiser. Voilà. Et du coup, ce qui nous revient maintenant en tant qu'opérateur, c'est effectivement, notamment, et la charge. On n'est plus dans un système, quand on est rentré dans une ère et de système, avec et le GNV, et l'électrique, et l'hydrogène, on va y rentrer au fur et à mesure. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est de se dire comment je vais charger au mieux mon véhicule. Donc, pour le biométhane, on sent bien qu'il y a des optimisations de se dire on a pris un peu des habitudes de charger nos véhicules à fond à 200 bars. Est-ce que j'en ai véritablement besoin par rapport à mes routes que j'ai à faire le lendemain matin? Il y a un travail qui s'ouvre en disant comment j'optimise, parce qu'effectivement, la compression, c'est tout de même un travail, et ce travail, il consomme. Donc, est-ce que j'ai des optimisations à faire à ce niveau-là, en fonction des centres-bus et des routes, etc. Et puis, sur le smart charging, donc c'est un sujet qu'on a pris, nous, depuis, avec la flotte que l'on avait depuis
pour le groupe. À ce moment-là, on est plutôt sur une démarche groupe RATP. Et du coup, de réussir le smart charging. Le smart charging, tout le monde en parle. Nous, on a voulu le mettre assez vite en musique. La difficulté sur les centres que nous exploitons, c'est que nous avons beaucoup de combinaisons borne-bus. Du coup, le sujet de ces combinaisons pour pouvoir commander et des bornes et des bus qui sont associés à ces bornes, voilà, ça devient un peu plus complexe. Voilà. C'est le problème de l'interopérabilité voilà, entre les bornes et les bus. Voilà. Ça a poussé le sujet de l'interopérabilité borne-bus pour pouvoir effectivement commander jusqu'à des dépôts qui sont tout de même significatifs avec 200 véhicules électriques que nous opérons et de réussir à commander en puissance, en horaire et en puissance les bornes. Donc c'est ce qu'on arrive à faire. On a un certain nombre de dépôts qui sont opérants maintenant et on pilote en puissance et en horaire en fonction des sorties jusqu'à effectivement des dépôts qu'on exploite avec 200 bus. Donc là, on travaille avec un autre industriel, avec Drive, une filiale de EDF, avec lequel on a réussi à interopérer nos différents systèmes. Et c'est là où effectivement, il y a une véritable travail d'ingénierie qui rentre dans ce métier-là. Voilà, donc on est en train, là aussi, le monde de l'énergie continue de rentrer dans nos métiers. Et le fait que nous ayons des câbles ou des canalisations qui nous lient au monde de l'énergie, on devient de fournisseurs, on devient partenaire. Et c'est ça qu'on expérimente, je pense, tous. Et voilà, ce qu'on expérimente tous, de passer de ce monde de fournisseurs à un monde de partenaires avec le monde de l'énergie. Et c'est un peu une révolution culturelle tout de même pour nous. Et est-ce que vous pouvez évaluer dès à présent les économies qu'il serait possible de réaliser en optimisant le smart charging et d'autre part, à quelle échéance il est envisageable de le déployer sur l'ensemble des centres bus électriques? Alors, pour le moment, on est dans cette phase d'expérimentation et de test grande échelle. Et puis, comme il y a un certain nombre d'appels d'offres en cours sur ces résultats, je les garde pour moi et pour mon client. D'accord, nous comprenons. Bruno Lapéry, quel poids justement font peser les énergies sur vos activités d'exploitant et puis finalement, quelles sont pour vous les conséquences directes de cette envolée des coûts pour le diesel, pour le gaz et puis pour l'électrique? Philippe, je peux vous dire que ça secoue méchamment. Vraiment. C'est vrai. L'effet, il est assez fulgurant. Donc, en quelques semaines, le diesel a été multiplié par 3. Prix, c'est pas du prix public, mais enfin, peu importe. Multiplié par 3. L'électrique, le diesel par 2, l'électrique par 3 et le gaz par 3 aussi, en quelques semaines. C'est catastrophique pour l'exploitant, finalement. Alors, c'est catastrophique. En tout cas, c'est pas neutre. C'est pas neutre. Pour vous donner une idée, pareil, sans révéler de secret industriel, mais j'ai pris mes notes. Le coût kilométrique moyen du diesel, il a pris 22%. C'est absolument considérable. Donc, on est passé, grosso modo, de 4 € à 4,90 € du coût kilométrique, uniquement en multipliant par 2 le prix du gasoil. Sur le coût du kilomètre électrique, c'est beaucoup moins fort, c'est 5% de plus, parce qu'on voit bien l'élasticité n'est pas du tout la même. Le poids de l'énergie dans le coût de possession d'une flotte électrique, il est beaucoup plus bas que celui du diesel. Sur le GNV, ça a pris à peu près 10%. Alors, bon, ça c'est des chiffres. La réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids de l'énergie dans nos charges d'exploitation, il a à peu près doublé en quelques semaines. Voilà. Et que, pour le dire autrement, ce qui était un achat discret, l'énergie c'était un achat discret dans le monde des transports. En fait, tout le monde s'en foutait, pour être clair.
c'est devenu une masse importante, instable, à laquelle il faut accéder, parce que, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par François, on n'accède pas à l'électricité comme on accède au gasoil. Il faut concevoir une infrastructure, la construire, la réceptionner, s'assurer qu'elle fonctionne. C'est pareil pour le GNV, c'est pareil pour l'hydrogène. Donc il faut une stratégie d'accès, il faut nouer des partenariats. Et c'est devenu sur les prix extrêmement volatiles, et je pense qu'on reparlera de la volatilité. En fait, oui, tout à fait. Je prends un pari, Philippe. On refait une conférence ici dans 3 ans, 4. Vous verrez, les opérateurs de transport seront des opérateurs énergétiques. Mais c'est certain. On est en train d'apprendre à devenir... on peut faire des très rapides calculs. Si vous avez 10 000 bus électriques, vous changez 1500 batteries par an. À 150 000 € la batterie. Voilà. Et si vous avez 10 000 bus électriques en fonctionnement et que vous avez déjà changé une fois les batteries de tous vos véhicules, donc vous avez 10 000 batteries statiques, donc vous avez une capacité de stockage qui correspond à une petite centrale électrique en fait. Ça donne des idées tout ça. L'accès à l'énergie verte va devenir, pas verte parce que le mot est impropre, mais disons décarbonée ou renouvelable, va devenir complètement crucial, que ce soit du carburant, de l'électricité ou de l'hydrogène. Donc il faut des stratégies d'intégration de filières, ne serait-ce que pour sécuriser et pour stabiliser les prix. Donc en fait, les opérateurs de transport vont devenir des opérateurs énergétiques. Ils vont acheter et ils vont vendre de l'énergie. Je prends le pari, peut-être pas dans 3, peut-être dans 5, vous verrez. Et VRT va s'appeler VRTE d'ailleurs. Pourquoi pas? Ville, rail et transport et énergie, et j'espère d'ailleurs que nous pourrons en reparler ensemble dans 3 ou dans 5 ans. Donc voilà, l'effet il est très important. C'est fini le monde du petit achat discret. Voilà, c'est fini. Et Jean-Marc Boucheret, il y a 15 jours, nous étions, vous comme moi, à Barcelone, à l'UITP, le congrès de l'Union internationale des transports publics. Et donc, bien sûr, nous avons rendu visite au stand d'Iveco. Vous-même, comme constructeur, vous proposiez un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu sous l'angle, justement, de ces économies d'énergie ? Alors, effectivement, la transition est engagée et je pense que là, on engage aussi notre deuxième phase d'investissement. Première phase était, je dirais, la décennie qui s'achève maintenant, avec une partie qui était liée à l'arrivée de l'électrification avec les hybrides au voltage. Et là, c'est la deuxième phase avec davantage de véhicules électriques, purs électriques. Aujourd'hui, je dirais qu'on transforme notre véhicule, nous investissons et on en voit déjà les fruits puisqu'on a presque plus de 1500 commandes pour nos bus électriques. Donc on a décidé de continuer nos investissements. Le mois dernier, à Choose France, nous avons pu expliquer dans quelle mesure Iveco Group investissait à la fois en France 115 millions d'euros pour à la fois la R&D, à la fois les produits et surtout les usines, pour pouvoir être en phase avec les attentes du marché sur la deuxième moitié de la décennie. Et c'est aussi vrai en Italie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est aussi un pays qui bénéficie de support et qui était avec un déficit de matériel roulant depuis 15 ans, depuis la crise de 2008. Donc là aussi, nous investissons plus de 30 millions d'euros pour à la fois être, pour la première fois, concepteurs et assembleurs de batteries, qui vont servir à la fois aux véhicules électriques à batterie et aussi les véhicules hydrogène, on peut en parler, et en même temps sur une nouvelle usine. Donc on va être en capacité d'avoir à la fois les GX électriques dans tous leurs modèles, le gabarit réduit, le 12 mètres l'articulé, les versions BHNS. On a présenté à Barcelone le premier véhicule suburbain qui est le Crosswell Entry électrique à batterie, avec ces nouvelles batteries. Et on a aussi tout prochainement l'Iveco Daily électrique à batterie, aussi avec les nouvelles batteries de cette usine-là. Et nous avons aussi pour certains marchés sélectionnés en Europe ou extra-Europe, une autre version d'un véhicule qui s'appelle aussi le Streetway électrique. Donc je dirais que ce sont quasiment, avec ces investissements à venir, quasiment 5 usines et 4 modèles. Donc
avec la plus grosse capacité, je dirais, en Europe sur l'électromobilité. Complété aussi, puisque les investissements nous permettent aussi d'accueillir une version hydrogène qui est en cours de développement pour répondre aussi à certains marchés qui portent un support important à la filière hydrogène. Donc des investissements importants pour la seconde moitié de la décennie. Alors l'hydrogène, on y reviendra d'ailleurs un petit peu plus loin. Juste une question concernant le Streetway. Est-ce que vous envisagez de le commercialiser en France ? Non, c'est un véhicule qui est actuellement destiné à certains marchés sélectionnés sur lesquels ce véhicule correspond bien. Aujourd'hui, nous avons l'usine Heuliez dans les Deux-Sèvres qui est vraiment dédiée à cet effet, à l'électromobilité en France. Donc c'est le produit idoine avec toutes les spécificités, les aménagements particuliers français. Mmh. Alors on va continuer un petit peu sur les produits avec vous, Olivier Compaoré. Vous proposez donc justement pour l'électromobilité et pour le bus des solutions de connexion. Vous travaillez d'ailleurs pour la RATP puisque vous avez fourni, je crois, 300 enrouleurs pour de la recharge par plug, par prise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces produits que vous avez en catalogue? Oui, tout à fait. Alors, pour faire simple, Waptec aujourd'hui est focalisé sur des points de charge automatiques. Donc, on ne fait pas de points de charge à câble manuel. On a 3 types de produits. On a le pantographe inversé en station, qui est le pantographe qui permet de faire la charge en route. On a le pantographe inversé pour le dépôt, qui est beaucoup plus léger, qui pèse 85 kg, en termes de puissance transférée qui est plus faible, mais qui a l'avantage de pouvoir être, utilisé de façon plus simple en dépôt. Et en dépôt, on a également les enrouleurs, qui sont également automatiques, avec une télécommande qui peuvent être fixées au mur, sous-sol éventuellement. Donc voilà, ce sont les trois types de produits que nous avons. Donc dans le détail technique, sans rentrer dans le détail, on a la possibilité d'aller jusque 2,3 MW. Donc on est déjà sur de la haute puissance. Donc ce qui est important, je voulais rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit tout à l'heure. Ce qui est important pour nous, Waptec, dans la fourniture de points de connexion, c'est l'automatisation, parce qu'on croit à des solutions de charge qui soient les plus sécurisées possibles. On a vécu des situations où, effectivement, avec des solutions de charge manuelles, ça génère des difficultés. En termes de maintenance, ce n'est pas facile. Donc, on croit à des solutions de charge automatiques, sécurisées. Bien entendu, dans quelques années, avec les mobilités autonomes, on aura besoin de solutions de charge automatiques. Donc, on y croit beaucoup. Et donc, bien entendu, on a des produits qui sont interopérables, donc, ce qui fait que c'est tout à fait compliant aux différents standards du marché en termes de charge. Solution de charge automatique, on va peut-être demander très rapidement une réaction des opérateurs. François Varnier de Vailly pour la RATP. Je pense qu'il faut reprendre le sujet dans ces cas-là un peu à la base, en se disant chaque système a une pertinence dans des conditions. Voilà. Le pantographe inversé, dans le cas de Paris, n'était pas pertinent. Bon, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir de dogme pour contre, bien au contraire. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, nous avons des palettes d'éléments possibles. Et du coup, à chaque lieu, en fonction des dispositions, la pertinence est-elle possible ou pas? Voilà. Et du coup, c'est ce qu'on peut dire. Après, effectivement, le pantographe inversé, en tous les cas, dans notre cas, au moment où les choix ont été faits, la maturité technique de ces équipements ne le permettait pas. Voilà.
au Canada, il y avait une maturité technique des fournisseurs sur ce continent qui le permettait sur des missions que j'ai pu réaliser là-bas. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment très local et en fonction des maturités. Et Bruno Lapierry, votre point de vue? Oui, complètement agnostique. Donc, aucun a priori technologique, surtout pas. Surtout pas. Avec 3 messages, en fait. Pour un opérateur qui, tous les matins, doit assurer un service, quelles que soient les conditions, il y a 3 points importants qu'on parle d'un véhicule ou de l'équipement d'un véhicule. Le premier, c'est la fiabilité. Le deuxième, c'est la fiabilité. Et le troisième, c'est la fiabilité. Voilà. Il faut que ça marche tous les jours, quelles que soient les conditions. Et j'ai l'habitude de dire qu'un opérateur de mobilité n'achète pas des véhicules, il n'achète pas des pantographes, il achète des kilomètres fiables et disponibles. Point. Voilà. Donc après, si les automatismes sont fiables et disponibles, et qu'en plus ils permettent des économies d'exploitation, eh ben, ça viendra tout seul. Même pas la peine de se poser la question. Mais il faut mettre les choses dans cet ordre-là. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense la RATP, mais fiabilité, fiabilité, fiabilité. C'est vraiment, vraiment ça le sujet, quoi. Il n'y a rien de pire qu'un bus qui ne débarre pas le matin. Il n'y a rien de pire. Voilà. Parce que les charges sont là, CAPEX, OPEX sont là, la recette n'est pas là en face, et en plus on a des pénalités. Donc il n'y a rien de pire. Alors justement, cela nous fait la transition parfaite puisque Benjamin Lugan, avant d'être chez Systra, vous travaillez justement chez Keolis, vous avez donc la connaissance de l'opérationnel et justement vous incitez volontiers sur les aspects de maintenabilité et d'exploitabilité. Alors est-ce que vous pouvez nous donner votre vision des choses par rapport à l'importance de ces 2 notions dans l'opérationnel? Oui, tout à fait. J'avais commencé un peu à évoquer le sujet tout à l'heure sur cet ensemble de contraintes qu'il faut prendre en compte dans la réalisation des projets de conversion. Et la notion d'exploitabilité et maintenabilité, je vais l'illustrer par 2 exemples assez simples. Le premier, lorsque vous avez la conversion d'un dépôt à l'électrique, vous allez avoir besoin de postes de transformation. D'accord ? Ces postes de transformation, à l'heure actuelle, lorsqu'on est en diesel, ces interventions de maintenance se font en général de nuit, voilà, pour éviter donc la coupure de courant de jour. Comment faire cette même intervention de maintenance de nuit lorsque justement les postes de transformateurs sont en fonctionnement pour recharger les véhicules la nuit? Voilà. Première question, comment on répond en fait aux besoins du mainteneur qui doit, pour assurer la fiabilité exigée par l'opérateur, intervenir sur ces postes de transformation. Donc ça se prend en amont et il est primordial d'y répondre donc à la phase de conception. C'est pas au moment où on lance le dépôt à l'électrique qu'il faut trouver une réponse à cette question-là. Le deuxième exemple que je pourrais prendre, il est relatif à la notion d'exploitabilité. D'accord ? Quel est le besoin de kilomètres fiables parcourus par jour par les opérateurs ? D'accord ? Pour essayer d'y répondre, chez Systra, on a développé en fait un ensemble de suites d'outils numériques qui permettent de venir réaliser en fait le jumeau numérique du dépôt ou même de la ligne, ou voire même du réseau dans son intégralité. Et c'est en se basant sur ce besoin initial, donc sur ces graphiques initiaux, d'accord, d'exploitation, quels sont les besoins de kilomètres fiables journaliers, d'accord, que l'on va réaliser en fait les bons dimensionnements, les bons choix. Et aussi, on va être en mesure, lorsqu'on va donc résoudre cette fameuse contrainte d'exploitation, ces fameuses contraintes de dimensionnement, par itération, on arrive à, par exemple, sur Montréal, moins 30% de puissance de charge appelée pour un dépôt, d'accord, et jusqu'à moins 40% de coût d'infrastructure de recharge, voilà, avec les mêmes données d'entrée, avec les mêmes enjeux d'exploitabilité. Donc c'est en effet c'est primordial d'avoir ce regard d'exploitant et de mainteneur dans le design et dans la conception de nos dépôts à l'électrique.
Est-ce que vous diriez que c'est le regard du mainteneur qui doit primer entre les deux? Entre l'exploitant et le mainteneur? Non. Non, j'aurais plutôt dit l'exploitant quand même. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, avec l'augmentation du parc d'autobus à batterie, va se poser bien évidemment le problème donc, de la gestion de ces batteries. Et pour vous, François Varnier de Vailly, vous considérez à la RATP que cette gestion des batteries va devenir un enjeu majeur. Vous pouvez nous expliquer un peu en quoi? Oui. Donc c'est effectivement, entre exploitants, on tombe sur les mêmes constats. C'est rassurant. C'est déjà rassurant. La batterie devient un enjeu. C'est le quart, on va dire le tiers actuellement du prix des véhicules que nous exploitons. La moindre optimisation sur les parcs, que ce soit 10 000, 5 000, peu importe, la moindre optimisation sur la durée de vie de cette batterie devient immédiatement une source d'économie pour l'exploitant et du coup pour la collectivité locale. Donc il y a vraiment un enjeu sur la recherche de l'optimisation de la durée de vie de cet actif en fait qu'est la batterie. Et donc on est dans cette période où je pense on a tous mis dans nos modèles de business plan un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles on a tous fait quelques paris. Est-ce que c'est 7 en fonction de telle ville, tel lieu? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est X 1000 kilomètres? Voilà. On a tous fait un certain nombre d'hypothèses. On rentre maintenant dans la phase où il y a du réel. Donc on rentre dans la vraie vie et on rentre dans la période où il y a de la data qui va devenir disponible. Et du coup, on est dans cette, je pense tous, dans cette période où on a instrumenté nos bus, où on a énormément d'informations et où du coup, la problématique est de traiter cette information pour en tirer des corollaires et optimiser nos prévisions et du coup les budgets associés. Donc on est dans cette période-là, dans lequel on avance avec des partenaires industriels, parce qu'on ne peut pas faire ça seul exploitant, mais en tous les cas, c'est avec des véhicules que nous exploitons. Et du coup, on est à la recherche de quelle est la vraie loi en fait, de renouvellement, ou la loi qui serait applicable au renouvellement de la batterie, et jusqu'où est-ce qu'on peut la tirer. Donc ça, c'est déjà le premier élément qui est important, sur lequel, je pense, tous on travaille. Et bien sûr, ça va faire appel à de la data, du coup de l'intelligence artificielle, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Et de stocker la data. Et de réaliser aussi que les opérateurs et les autorités organisatrices, du coup, ont une nouvelle manne, ou enfin qui a de la valeur, qui est la data d'utilisation des batteries. Et ça, c'est le premier point. Il me paraît important de se dire, voilà, cette batterie, comment est-ce qu'on l'utilise? Voilà. Et puis, le deuxième versant, sur lequel, là aussi, pour aller dans le sens de Keolis, on va devenir énergéticien. Voilà, je confirme. Parce que cette batterie en deuxième vie, forcément, ça va être du stockage. Voilà. Et du coup, nos batteries, ou les batteries de l'autorité organisatrice, forcément, ça va devenir cette batterie de stockage. Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Pour qui? Pour le compte de qui? Comment est-ce qu'on va l'opérer? Là, chacun travaille actuellement. On se rend compte, on ne se dit pas tout, parce qu'on est dans cette période un peu compliquée, où on teste. Mais voilà, on est évidemment, les premières batteries qu'on a pour Île-de-France Mobilité, elles sont sur le marché, rentrent dans leur deuxième vie. Il y a beaucoup de monde qui appelle. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne période pour nous. Voilà. Du coup, c'est quelle stratégie on fait. Voilà. Mais ça voudrait dire que la RATP, par exemple, pourrait se lancer dans une activité de stockage d'énergie parallèlement à son activité de transporteur. Alors, les statuts de la RATP ne pouvons pas vendre de l'énergie. Ah oui, donc ça ne serait pas... Donc là, il faut un peu modifier, il y a 2 ou 3 trucs. Mais en tous les cas, la RATP est pique. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens. Mais voilà.
Et Bruno Lapéry, quels moyens vous développez là pour atténuer les effets de la volatilité des prix actuellement, hein? Et ne va-t-il pas falloir finalement désormais concevoir des stratégies d'accès à la ressource énergétique? Oui, juste pour rebondir sur ce que disait François. Oui. En fait, on va devenir des gestionnaires de flottes de batteries. Voilà. On gérait des flottes de véhicules. On va aussi gérer des flottes de batteries et c'est en train de devenir un métier en tant que tel. Et nous aussi, il y a beaucoup de monde qui nous appelle pour nous demander ce qu'on fait de nos batteries en fin de vie. Ça prouve bien qu'elles ne seront pas en fin de vie, en fait. Sinon, on ne nous appellerait pas. Si c'était juste des déchets. Voilà. Et elles ont une valeur, je le confirme, et pas du tout négligeable, en fait. Pas du tout négligeable. Alors, face à cette crise, ce renchérissement du coût des énergies, chez Keolis, nous voyons 4 moyens de l'adresser. Et ce n'est pas seulement adresser le fait que le prix est augmenté, c'est aussi, en fait, adresser la volatilité. En fait, gérer l'incertitude sur un prix, ça a une valeur. Arriver à gérer l'incertitude sur un prix, ça a une valeur en tant que telle. Voilà. Très importante, aussi importante que le fait que le prix soit élevé, finalement. Parce qu'on a des contrats de long terme et qu'on s'engage dans la durée. Alors, ces 4 moyens, selon nous, ce sont les suivants. Le premier, on n'en parle pas souvent, mais c'est probablement le plus puissant et de loin, c'est l'ingénierie contractuelle. Comment j'achète mon énergie? Auprès de qui? Avec quel degré de partenariat ou pas? À quel terme? Est-ce que c'est du prix spot? Est-ce que c'est du prix des masses, des volumes à terme, à 1 an, 6 mois, 2 ans? Tout ça, alors ça existait déjà, hein, sur l'électricité, évidemment, sur le gasoil aussi, d'ailleurs. Mais il faut développer énormément cette ingénierie contractuelle pour mieux acheter l'énergie. Par exemple, on a signé 3 Power Purchase Agreements. Je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas en français, d'ailleurs, ce mot-là. Ouais, bref. Donc, c'est des contrats qui nous engagent avec un producteur solaire, en l'occurrence, d'électricité solaire, sur une durée de moyen terme, et on s'engage à prendre un volume, et ça permet évidemment de négocier à un prix plus bas. Voilà. Donc, les PPA, tous les opérateurs de mobilité sont en train d'en négocier actuellement pour mettre de l'énergie, de l'électricité durable ou décarbonée dans leurs approvisionnements. Donc tout ça, c'est le premier sujet, c'est de l'ingénierie contractuelle. Je dis au passage, je ne sais pas s'il y a des autorités organisatrices dans la salle, mais le plus simple pour un opérateur, c'est quand c'est là-haut qui achète l'énergie et qui la fournit à son opérateur. C'est la situation rêvée, ça. C'est pas rêvé, c'est juste que vous transmettez un risque à une boîte privée, elle vous le fait payer, elle le fait payer à la collectivité. C'est pas, voilà, c'est tout. Bon. Donc l'ingénierie contractuelle, et puis dans cette ingénierie contractuelle, il y a aussi la délégation de service public elle-même et l'indexation. Avec, quand on travaille dans plein de pays, on connaît plein de mécanismes d'indexation différents, et il y a des pays où c'est vraiment très mal fait, c'est-à-dire qu'en fait l'indexation est complètement décorrélée de la réalité dans le temps, pas trop en France, hein. Et ça se traduit par un problème de trésorerie. Donc les gros comme nous, on a la trésorerie pour tenir les 6 mois ou les 9 mois pendant lesquels on est complètement décorrélé du prix réel de l'énergie, pas les petits. Voilà, donc l'indexation égale problème de trésorerie. Donc première solution, l'ingénierie contractuelle. La deuxième, c'est aussi du gros bon sens, et on en parle déjà un peu plus, c'est la maîtrise des consommations. C'est devenu cher, donc je consomme moins. On pense tous à l'éco-conduite. On pense aussi, et je sais qu'on y pense chez Iveco, à la performance des véhicules. Et on commence à voir des constructeurs qui ont construit des vrais bus électriques. Donc pas des bus thermiques dans lesquels on a mis des batteries et un moteur électrique. Et bien ils consomment 30% de moins, ou 25%. Bon, ça dépend. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur les véhicules eux-mêmes, beaucoup plus légers. Voilà. Et on oublie souvent qu'un opérateur de mobilité, ce n'est pas seulement des véhicules, c'est aussi du tertiaire, des bâtiments, des dépôts, des ateliers. Et là aussi, il y a des enjeux énergétiques. C'est à peu près 10% des 5700 gigawattheures que j'évoquais tout à l'heure pour Keolis. Les bureaux,
les dépôts, etc., etc. Donc, deuxième sujet, la maîtrise de consommation. Le troisième levier, c'est celui dont on parle le plus parce que c'est le plus fun, c'est le smart charging. Mais ayons en tête que ça ne s'applique qu'à l'électrique. Voilà. Donc, c'est quand même, c'est en train de prendre beaucoup plus d'importance qu'avant. Mais enfin, le gros de l'énergie dans les transports, c'est encore du gasoil. Hein. Bon. Donc, le smart charging, on pourrait d'ailleurs peut-être l'appeler le fun charging, je ne sais pas, des fois, parce que la créativité est sans limite dans ce domaine-là, et c'est très bien, c'est très prometteur. C'est le pilotage des rechargements, et pour faire simple, j'ordonnance mes rechargements en fonction, pour baisser par exemple la puissance d'appel, évidemment. Au passage, vous savez que le prix de l'électricité qu'on achète, on va dire pour faire simple, la moitié, c'est lié au potentiel de puissance qu'on peut appeler. La moitié du prix. L'électron lui-même, ça pèse moins de la moitié du prix. Donc quand on arrive à dimensionner un système qui potentiellement appelle moins, on paye l'électricité beaucoup moins cher immédiatement, voilà, qu'on la consomme ou pas. Donc le smart charging, très intéressant. On fait, je sais, il y a des choses magnifiques qui se font faites par la RATP, chez Keolis aussi, chez Keolis en Suède. Et encore une fois, la Suède est en avance parce que l'électromobilité est beaucoup plus répandue, même si la France est en train de rattraper, mais depuis plus longtemps. Et donc en Suède, à Stockholm, on a un dépôt qui est entièrement piloté en fonction du prix spot du kilowattheure du lendemain. Donc on a la courbe qui rentre le soir et il nous ordonnance tous nos chargements, entrée-sortie des véhicules en fonction de ce prix spot-là pour avoir la facture énergétique la plus faible possible. Et il tient compte aussi d'ailleurs de la météo qui va y avoir le lendemain, puisque le besoin d'autonomie dépend du fait qu'il y ait du chauffage ou de la climatisation. Vous voyez, le système peut être extrêmement perfectionné et ça peut aller très très loin dans la conception. Pour nous, le degré le plus sophistiqué du smart charging, c'est le véhicule to grid, le fameux V2G, où effectivement, nous allons revendre au prix fort l'électricité stockée dans nos batteries, achetée au prix le plus bas possible, évidemment. Et Keolis peut vendre de l'énergie dans ses statuts. C'est un petit avantage. Donc là, voilà. Je crois qu'en France, ça n'existe pas encore. Mais nous travaillons avec le même partenaire. Et donc, on va y arriver très, très, très prochainement. Le quatrième levier... Et ce sera dans quel pays Je ne sais pas. Bon. Le quatrième levier, c'est l'autoconsommation. Voilà. Nous avons de très grandes surfaces disponibles pour installer du photovoltaïque. Donc, c'est évident. D'autant plus que le décret tertiaire va nous obliger à équiper nos ombrières, nos parkings en panneaux photovoltaïques. Donc on va s'en servir pour alimenter nos bus électriques, évidemment. Et pareil pour nos flottes de batteries de seconde vie. Le premier client de Keolis sur l'énergie stockée dans nos batteries en stationnaire dans nos dépôts, ça sera nos bus électriques, évidemment. Donc 4 leviers. Ingénierie contractuelle. Et c'est par ordre de puissance que je les mets. Hein. L'ingénierie contractuelle, c'est de loin le levier le plus fort. Maîtrise de consommation, smart charging et puis autoconsommation. Voilà. Autoconsommation, vous avez des exemples, par exemple, de dépôts d'autobus dont la toiture a été aménagée pour recevoir donc, des panneaux photovoltaïques. Vous avez ça déjà en exploitation ? On en a en exploitation. C'est plus souvent des ombrières que les dépôts eux-mêmes. Parce que d'abord, on n'est pas toujours propriétaire des dépôts. Et c'est pas toujours facile. Quand les bâtiments n'ont pas été conçus, enfin en tout cas ne peuvent pas recevoir des panneaux photovoltaïques, c'est pas toujours évident. Les ombrières, c'est plus simple parce qu'on équipe les parkings en fait. D'accord.
Alors, nous allons maintenant aborder les aspects réglementaires pour lesquels l'actualité au niveau européen est toujours assez dense. Et Jean-Marc Boucheret, en tant que constructeur, vous êtes donc confronté déjà à la proposition de révision du règlement CO2, aux travaux en France de la stratégie nationale bas carbone. Il y a la perspective aussi d'Euro 7 qui est assez contestée. Comment un constructeur peut gérer tout cela? Je dirais que nos choix sont guidés par les solutions de décarbonation et l'efficacité, la pertinence des solutions de décarbonation. Aujourd'hui, nous pensons que, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'énergie, c'est-à-dire que c'est la somme des efforts fournis par l'ensemble des solutions qui apportent la décarbonisation dans son ensemble. Donc, et c'est pas en déshabillant l'une pour habiller l'autre qu'on aura répondu à la solution. C'est avec les efforts cumulés d'ensemble des solutions de décarbonation. Aujourd'hui, à l'examen des différentes études, que ce soit celle d'IFPEN, Carbone 4, etc., ou celle que nous menons, on voit qu'effectivement, il faudra la solution cumulée des énergies type biométhane, type électricité, type hydrogène, à condition que l'électricité soit effectivement bas carbone renouvelable. Donc, dans ces conditions-là, il s'avère qu'effectivement, la demande du marché va vers ces trois filières. Et nous pensons qu'il nous faut garder ces trois filières. On ne peut pas savoir d'emblée, pour la fin de la décennie, laquelle de ces trois-là va l'emporter. Donc il faut être en capacité, et c'est là aussi notre force et notre agilité, d'être en capacité de gérer plusieurs développements, plusieurs filières industrielles produits pour répondre à ces différents marchés, qui soient en France, en Europe ou à l'extérieur. On assiste même dans certains cas en dehors d'Europe où l'accès à l'énergie décarbonée, que ce soit de l'électricité ou autre chose, peut être très très rapide. Donc il faut avoir les capacités de R&D, et nous pensons que l'approche telle qu'on nous la présente, l'approche Tailpipe, l'approche de mesure des émissions de CO2 n'est pas la bonne. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes, et c'est pas ça qui va obtenir les résultats attendus du Fit for 55 européen notamment. Ça c'est évident. L'approche well-to-wheel ou l'approche du cycle complet est celle qui permet effectivement de mesurer au global la performance environnementale. Et nous-mêmes, en tant qu'entreprise, les opérateurs de transport sont aussi soumis à calculer leurs émissions globales, que ce soit dans le GHG protocole, le scope 1, le scope 2, le scope 3. Nous sommes tous amenés à calculer nos émissions globales. Donc ça, et ça, c'est intangible. Donc nous sommes un petit peu surpris que l'Europe mette tant de temps à mettre en place les outils, la méthodologie nécessaire pour pouvoir faire ces calculs correctement. Il n'empêche que, pour revenir sur la question précédente, nos développements sont aussi faits pour essayer de réduire les impacts CAPEX et OPEX des véhicules que nous mettons sur le marché. Pour les véhicules électromobilité, c'est typiquement d'avoir des batteries qui soient bien dimensionnées pour le juste besoin et qui aient aussi la durée de vie la plus longue possible. Et ça, c'est un des atouts des nouvelles batteries que nous avons mis au point et qui arrivent sur le marché l'année prochaine. Quant aux OPEX, c'est aussi de pouvoir concevoir des véhicules qui consomment moins. Hein, c'est ce qu'on disait à l'instant. Donc là aussi, nous nous dotons d'un outil de développement inédit et de dernière génération en Europe, qui est un banc d'essai complet, véhicules, chambre climatique, organes, pour des véhicules 12 mètres et 18 mètres, que nous investissons ici en France à Vénissieux, là où nous faisons la R&D des véhicules. Et c'est cet outil-là qui rentre en service en 2023, qui va nous permettre de concevoir les véhicules qui vont consommer le moins, que ce soit pour de la batterie, que ce soit pour de l'hydrogène, que ce soit en lien avec les pompes à chaleur et avec les nouvelles batteries. Donc je pense qu'il va y avoir un saut qualitatif déterminant qu'on va pouvoir observer une fois encore dans cette phase qui sera la croissance du marché dans la seconde partie de la décennie.
Alors, vous indiquiez tout à l'heure là que Iveco Bus allait développer une filière hydrogène. C'est une filière dans laquelle vous croyez également. Il est clair que l'hydrogène est aujourd'hui dans une phase qui est très intéressante parce que vous avez à la fois, toujours pareil, je reviens sur la fin de la décennie, des annonces extrêmement ambitieuses de tous les coins de l'Europe et du monde, à savoir la production d'hydrogène décarboné massivement, un support provenant des États membres et de l'Europe à travers de nombreux programmes, dont les IPCEI, qui vont permettre d'avoir à la fois des électrolyseurs et des champions de l'industrie, à la fois pour décarboner l'industrie et aussi pour la mobilité. Donc, en tant qu'Iveco Group, nous investissons pour se préparer avec à la fois des centres de compétences hydrogène qui sont à Vénissieux, je viens d'en parler, mais aussi à Ulm et à Gênes, à la fois sur les poids lourds et sur les autobus. Il est indispensable de s'y préparer, même si aujourd'hui, il est vrai que les indicateurs TCO sont pas favorables. Néanmoins, je veux dire, il y a des atouts qui sont là. Il faut les appréhender, qui sont le remplissage beaucoup plus rapide, qui sont aussi le fait que c'est des véhicules qui, certes, ont besoin de plus d'énergie, mais qui consomment beaucoup moins de batterie. 4 à 5 mois de batterie que dans un bus électrique pour offrir le même service zéro émission, même davantage de kilomètres, et aussi avec moins de contraintes liées au chauffage, puisque l'efficacité étant moindre, on a la chance de récupérer de l'énergie qu'on peut restituer pour le chauffage, ce qui n'est pas le cas du bus à batterie. Donc, dans cette période-là, nous pensons que c'est le moment de s'y intéresser sérieusement à travers ces investissements. Et cela signifie qu'Iveco sortirait un véhicule hydrogène à quelle échéance ? Prochainement, on vous invite à la fois nous solliciter pour les porteurs de projets actuels qui sont intéressés par l'appel à projet ADEME qui est en cours, qui a ouvert le mois dernier et qui se clôturera en septembre. Donc, nous ferons partie de ces programmes-là. Alors justement, Benjamin Lugan, votre approche d'ingénierie en matière de filière énergétique, de choix technologiques, quel est votre avis sur la question ? Pensez-vous par exemple que l'hydrogène est une voie d'avenir ? Vaste question. Pour essayer d'y répondre, 3-4 points. François l'a indiqué. Le diesel, c'est terminé. Voilà. On n'en parle plus. Il est nécessaire d'avoir, avant tout, cette notion de sobriété que François, Bruno évoquaient, qui se traite de différentes façons, par de la supervision, par du smart charging, par une contextualisation de sa donnée par rapport à son exploitation de façon à optimiser son asset batterie. C'est ce qu'expliquait François. Donc voilà, ça c'est un peu le premier argument, c'est d'abord on évite, deuxièmement on réduit, et troisièmement, enfin on transite. Voilà, c'est un peu la clé. Donc une fois qu'on a dit ça, je reprends mes notes. Ce qui est intéressant aussi, et on l'a évoqué, c'est de donner de la visibilité aux acteurs de la mobilité. On ne peut pas changer les règles. Tous les 3 ans, c'est sûr. Tous les 3 ans. Le véhicule que j'ai acheté en 2023, il sera encore en fonctionnement en 2043. Et aujourd'hui, si je regarde les performances du biogaz en termes de réduction d'émissions carbone, d'accord, globalement, il fait aussi bien qu'un véhicule électrique. D'accord ? D'autant plus si je me place en Pologne, où le mix énergétique, il n'est pas carboné, enfin, il est complètement carboné. D'accord ? Donc ça, c'est un peu le message aussi. Alors, peut-être plus en tant que citoyen qu'en tant d'ingénierie, mais c'est important, c'est de donner de la visibilité aux acteurs de la mobilité pour derrière aller chercher les financements dont ils ont besoin pour transiter massivement. Le troisième point, il est relatif à la notion de disponibilité en fait, de l'énergie.
Bruno l'a indiqué, on a clairement une raréfaction de l'énergie. L'or noir sur lequel on était tous assis, c'est terminé, il faut sortir de ce tas-là et aller en chercher d'autres. Et donc on s'oriente vers une mixité du parc. Un parc mono-énergie, ça n'existera plus. Donc on aura des véhicules électriques qui vont coïncider avec des véhicules au GNV et pourquoi pas aussi des véhicules au biocarburant, d'accord, notamment les biocarburants de seconde génération, qui ont un domaine de pertinence qui leur est propre. Je pense par exemple au territoire interurbain, pour lequel c'est une technologie qui permet de décarboner et qui répond aussi aux enjeux de mobilité. Voilà. Cette personne que je dois transporter en car, si j'ai beaucoup de kilomètres aujourd'hui en termes de technologie, l'électrique, ça y répond pas trop. L'hydrogène, on va y revenir, ça peut y répondre, mais sous certaines conditions économiques et financières. Pourquoi pas, voilà, il ne faut pas l'exclure, les biocarburants, et notamment les biocarburants de seconde génération, donc basés sur le recyclage des déchets. Et entre XTL, HVO, B100, votre préférence irait vers... Ceux de la seconde génération. D'accord. Après, que ce soit de l'éthanol ou du HVO, à partir du moment où on est sur un impact neutre en termes de biomasse utilisée pour produire ces carburants, et qu'on n'est pas, on va dire, en compétition avec les terres érables, ça fait le job. Ça fait le job. Voilà. Donc faire attention aux effets de bord, parce qu'on n'est pas les seuls à vouloir décarboner. Il y a aussi, par exemple, on nous dit tous, attention, il faut manger moins de viande. Donc, si je mange moins de viande, j'ai moins de bétail. Si j'ai moins de bétail, j'ai moins d'intrants pour mes biocarburants et mes biogaz. Donc il faudra faire attention à tout ça. Sur le sujet de l'hydrogène, pour moi, le sujet de l'hydrogène, il ne va et il ne peut que se développer, au sens où il va suivre la trajectoire en fait des énergies renouvelables. D'accord ? Il suit la trajectoire des énergies renouvelables parce que plus j'ai de production d'énergie renouvelable et plus j'ai ce besoin de stockage. D'accord ? Stockage derrière que je vais convertir en hydrogène et donc, on va dire logiquement, je devrais avoir une amélioration, une augmentation de la quantité d'hydrogène et donc, a priori, une diminution des coûts et donc un développement de l'hydrogène. Donc, il faut le suivre absolument et il faut continuer à investir dessus parce qu'on va avoir besoin de cette mixité énergétique. En fait. Et donc, l'intérêt de l'hydrogène, finalement, c'est essentiellement comme mode de stockage d'énergie électrique que l'on produirait à des périodes de moindre demande, quoi. En premier lieu, oui, je pense. Ouais. Ensuite, parce qu'autrement, si on regarde par rapport à la quantité d'électricité nécessaire pour faire cet hydrogène, le rendement aujourd'hui, avec l'absolu, voilà, le rendement est peu satisfaisant. Il est peu satisfaisant. C'est sûr que pour 20 kWh d'énergie embarquée, je vais faire 20 km avec une voiture électrique. Là où pour une voiture à batterie, je vais en faire 80. D'accord. Il faudrait que les indicateurs TCO s'améliorent également par rapport à l'hydrogène, par rapport à la situation d'aujourd'hui. Oui. Olivier Compaoré, votre vision du mix énergétique, quelle serait-elle ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on sera dans une situation de mix énergétique, pas que de l'électrique, pas que de l'hydrogène, pas que du biofuel. Ce sera probablement le mix de tout ça. Je pense que ce qui va primer à la fin, c'est la fiabilité. Pour revenir, je dirais, à ce qui a été mentionné par Keolis. Ce qui est important, c'est la fiabilité à la fin. La fiabilité, c'est les temps de charge courts. Comment transférer de la haute puissance, je dirais, en temps très court. C'est également l'impact minimal sur le poids des véhicules, notamment sur les autobus. C'est important parce que plus les autobus seront lourds et plus ça va consommer. Ça veut dire que ce que fait Busco, par exemple, c'est plutôt ce que vous trouveriez intéressant, alors, non ? Écoutez, je pense que, bien sûr, plus on va sur des véhicules légers, plus c'est effectivement intéressant. Je pense que ça devrait améliorer la gestion énergétique des véhicules roulants. Et
puis après, bien sûr, c'est la rentabilité des flottes évolutives. Je pense que c'est une situation qu'il faut regarder de près parce qu'effectivement, les flottes évoluent et il faut être prêt à s'adapter. Il y a une chose qu'on n'a pas forcément mentionnée en termes de technologie, que nous regardons aussi, c'est l'induction. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fiabilité n'est pas la même qu'en conduction, je dirais en connexion mécanique. Mais c'est une technologie qui vient également très très vite sur le marché et il y a beaucoup d'essais qui sont en cours sur l'induction. Et ça Bombardier aussi. avait fait des essais à une époque, mais apparemment, ils avaient abandonné cette piste de recherche. Après, comme je le disais, l'induction aujourd'hui est plutôt en phase de test. Il y a deux mois de cela, il y a un projet qui a été lancé aux États-Unis pour de l'induction, de la charge par induction dynamique pour les poids lourds. Donc, c'est une technologie qu'on ne peut pas ignorer et qu'on regarde également de façon très près. D'accord. Je vais vous demander, François Varnier de Vailly et Bruno Lapéry, peut-être de réagir par rapport au biocarburant. Est-ce que vous estimez que c'est une piste qui peut être intéressante ? Je pense qu'il faut faire attention à la position de l'exploitant par rapport à sa relation avec son autorité organisatrice. On voit bien que dans notre cas, en tous les cas celui sur la RATP en Île-de-France, le choix du mix énergétique a été porté par l'autorité organisatrice qui assume le choix qu'elle a fait au regard des disponibilités d'énergie présentes. Mon voisin de droite me parlait du cas de Montréal. Il se trouve que j'ai fait les études amont pour une ingénierie sur le cas de Montréal. Le cas de Montréal, ce n'était pas le cas de l'Île-de-France et du coup, la réponse de l'électromobilité au regard de l'eau disponible dans ce territoire, il suffit d'ouvrir un barrage et vous faites ce que vous voulez à n'importe quelle heure. Donc je pense que la question, oui, nous devons disposer de l'intégralité des panels de solutions, nous devons les maîtriser et en fonction des territoires disponibles et des choix de ces territoires, la mettre en œuvre. Voilà. Mais je pense qu'il faut remettre cette décision, elle appartient au territoire. Et ça me paraît important de se repositionner. Voilà. Et que nous, opérateurs, il nous appartient de les maîtriser et en fonction de la mettre en œuvre. Voilà. Et donc, ni pour ni contre. D'accord. Bruno Lapéry, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, le client a toujours raison, pour dire autrement. Mais je partage parfaitement le raisonnement. Après, le biocarburant, il a sa place, évidemment, et en respectant parfaitement ce que vient de dire François. Il a sa place parce que, faut être clair, il y a plein de cas d'usage où l'électromobilité est impossible. Elle n'est même pas déraisonnable, elle est impossible. Voilà. Quand vous avez besoin de 400 km d'autonomie et que vous ne pouvez pas charger un véhicule dans un temps raisonnable ou dans un lieu raisonnable, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, un autocar interurbain, il dort chez son conducteur, chez lui, garé devant chez lui. Donc il n'est pas question d'aller mettre un chargeur de 150 kW chez le conducteur. Donc c'est pas possible, tout simplement. Voilà. Donc il y a son domaine de pertinence avec quelques points de vigilance. Le premier, c'est qu'il faut effectivement que ce soit de la deuxième génération. Et nous sommes chez Keolis intraitables sur la traçabilité de la provenance des biocarburants. C'est même pas une exigence, c'est un must-have. C'est-à-dire que si les fournisseurs de biocarburants ne sont pas capables de nous donner une garantie d'origine des biocarburants, on n'en achète pas. Voilà, c'est pas compliqué. Donc c'est vraiment ça la clé, parce que l'argument, c'est la décarbonation et l'aspect renouvelable du carburant. Donc si on n'a pas des certitudes par rapport à ça, c'est un non-sens absolu d'aller vers cette solution. Donc oui, ça a sa place, évidemment.
parmi d'autres. Et le point important, c'est la traçabilité. Jean-Marc Boucheret, les biocarburants, pour Iveco Bus, vous n'avez pas de projet particulier de faire des véhicules baissant exclusifs, par exemple ou... Non. Je voulais juste parler du panel de solutions de décarbonation parce qu'effectivement, une grande partie des véhicules des flottes actuelles sont déjà avec des solutions décarbonables. Je pense aux véhicules GNV qu'on a vendus. Juste une petite parenthèse, parce qu'on parlait des énergies mises à contribution. Pour le biométhane, par exemple, en France, pour les transports, c'est 4 TWh, c'est 4000 gigawattheures pour comparer avec ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc aujourd'hui, sur les véhicules GNC qui roulent en France, on est à 36% de part de biométhane dans les véhicules actuellement. 36%, la filière pense qu'on sera à 50%, puis à 100% en 2033. Donc, d'où l'intérêt de continuer à pouvoir valoriser ça. C'est pas nous qui nous le racontons, c'est les collectivités qui, effectivement, ont vu dans une optique d'avoir une énergie décarbonée, non délocalisable, résiliente, et on l'a vu en particulier durant toute l'année 2022, c'est que c'est une énergie, je le répète, non délocalisable et décarbonée, et je dirais issue de la production des déchets. Donc c'est forever, c'est pour toujours qu'on va produire des déchets, malheureusement, et que, fort heureusement, on va les transformer en une énergie. Et ça fait un lien aussi avec l'autocar, puisque l'autocar aussi est un domaine dans lequel la transition énergétique démarre. Elle est peut-être la moins avancée. Néanmoins, en France, on a déjà aujourd'hui plus d'un autocar sur 5 immatriculé qui lui aussi au GNV. Alors, il n'est pas porté par une motivation de décarbonation identique à celle des métropoles issues de la méthanisation des bouts de steppe, j'allais dire des déchets urbains. Là, elle est plus en lien avec un autre ancrage du territoire qui est celui des déchets issus de la production agro-industrielle et des déchets de l'industrie agricole. Et là, c'est un autre lien avec le territoire. C'est le quart issu qui est le maillage de territoire par excellence, avec une énergie produite localement. Et ça, c'est révolutionnaire dans l'approche avec la ruralité, qui était souvent un petit peu mise de côté. Alors ça, c'était sur la partie biogaz. Sur les autres carburants, que seraient les XTL ou les esters, les XTL sont bien connus, et là, une fois encore, on peut se rapprocher de la Scandinavie. On a déjà, depuis le début d'Euro 6, on s'est intéressé aux XTL, et depuis les dernières générations de moteurs diesel, tous nos véhicules sont compatibles, autobus, autocars, pour le XTL, avec notamment l'HVO. Pour ce qui est du baissant, quand il y a 10 ans, effectivement, on a regardé le panel de solutions, on a questionné notre motoriste et il nous a clairement orienté vers les XTL, en disant c'est le carburant de meilleur intérêt d'un point de vue technologique, d'un point de vue durabilité. Néanmoins, on sait qu'en France, il y a un écosystème fiscal favorable qui est un peu atypique en Europe, mais il est là, et avec notre position, du coup, on en redemande à notre motoriste de réexaminer ce qu'il avait fait il y a 10 ans. Donc j'espère qu'on aura des conclusions intéressantes dans un proche moment. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Philippe. Et il y a une technologie qu'on n'a pas évoquée du tout, qui est peut-être un peu marginale d'ailleurs, mais c'est l'IMC. Qu'est-ce que vous en penseriez les uns et les autres? l'in-motion charging. Oui, exactement. Le trolleybus, en fait. Avec la technologie IMC. Mais, j'ai envie de dire, il y a deux profils de métropole. Il y a ceux qui ont du tramway et du trolleybus, qui connaissent, et qui n'hésitent pas en fait à le redéployer. Voilà, je pense à Limoges, je pense à Lyon, Saint-Étienne, pas de problème, ils y vont. Et il y a celles qui connaissent pas finalement cette technologie et qui peuvent avoir encore quelques craintes. Mais c'est en effet quelque chose qui est ultra performant, ultra fiabilisé, ultra disponible,
c'est une belle réponse face aux enjeux. Donc, et en termes de rendement également, d'ailleurs. Et en termes de rendement, c'est l'idéal. Donc, il faut pouvoir aborder cette question-là, bien sûr. Alors après, il y a des problématiques liées à l'architecture urbaine, etc. Mais peut-être qu'elles sont secondaires aujourd'hui. Bruno Lapéry, à Lyon, vous avez évidemment... Oui, on en exploite à Lyon, hein, un très beau réseau. Et ailleurs aussi une solution qui est extrêmement élégante, en fait. Extrêmement élégante. Le rendement est absolument parfait. Le fait de pouvoir couper ce fil à la patte que représentait la ligne aérienne de contact pour avoir jusqu'à 30% des kilomètres opérés sur batterie, c'est vraiment miraculeux. C'est vraiment miraculeux. Et en plus, c'est un très bon rendement au niveau de la recharge des batteries, finalement. Ah ben, oui, non, mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Le sujet, mais Benjamin l'a dit, le sujet, c'est est-ce qu'on a une ville qui a une culture de ligne aérienne de contact ou qui ne l'a pas? Voilà, c'est ça la question. Et moi, je ne suis pas du tout sûr que l'aspect paysage urbain passe au second plan. À mon avis, c'est même de plus en plus le premier plan. Voilà. Donc je vois mal des cas aujourd'hui en Europe de l'Ouest où on ira mettre des lignes aériennes de contact dans une ville où il n'y en a pas. Franchement, ça me paraît vraiment compliqué. C'est sûrement dommage du point de vue d'un opérateur de transport public parce que c'est une solution qui est très élégante sur le plan fonctionnel, évidemment. Ouais. Jean-Marc Boucheret, vous qui aviez proposé un véhicule IMC, vous avez une réaction éventuellement ou... On a effectivement proposé cette nouvelle génération à de nombreuses collectivités. On l'a présenté aussi à des bureaux d'études pour le prendre en compte dans les études d'opportunités technologiques, énergétiques dans les choix. Il s'avère qu'effectivement, l'investissement linéaire, la maintenance, bien connue aussi dans les dépôts, dans les réseaux qui l'utilisent, ont jusque-là été un frein à l'adoption de ce mode de transport très intéressant. Et je ne vois pas effectivement de projet émerger. Berlin, qui veut aussi avoir une stratégie pure électrique, il y avait un projet à Spandau, là. Projet à Spandau. Qui, malheureusement, en fait, a du plomb dans l'aile. Si voilà. Bien donc, malheureusement. C'était celui qui était très intéressant. Alors, néanmoins, on voit que Prague continue à s'y intéresser. Bon, forcément, la Suisse. Quelques cas très épisodiques en Italie. Mais en Europe, c'est à peu près tout. Il reste Solingen, Esslingen, mais c'est vraiment symbolique. Et Burswald, oui. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est probablement, je dirais, la flexibilité de l'exploitation et aussi la transformation que les villes adoptent rend l'électrique à batterie, pour l'instant, en overnight charge, la recharge au dépôt, celle qui offre la plus grande flexibilité compte tenu, et là je dirais malheureusement, compte tenu du fait qu'en France, les véhicules roulent mal. Malheureusement, la vitesse moyenne des véhicules est basse. Aujourd'hui, on a dans les Pays-Bas des véhicules autobus urbains qui font 100 000 km par an. Bruno, vous pouvez en témoigner. Malheureusement, je dirais tant que le véhicule autobus roule mal en France, la recharge au dépôt sera la plus intéressante puisque finalement, avec peu de batterie, on est capable de faire les 200 km max, même avec du chauffage et de la clim. Si un jour, effectivement, on arrive à rendre fluide davantage de voies en site propre, on aura des véhicules qui se rapprocheront des 100 000 km et à ce moment-là, par an, et on pourra refera le calcul de l'intérêt des solutions type pantographe, et puis aussi avec l'utilisation de la télématique. En tout le cas, nous, quelque chose qu'on présente et qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir des véhicules connectés pour avoir une remontée des défauts instantanés, pour avoir des véhicules sur lesquels on connaisse la consommation énergétique, pour faire des gestions de flotte. Ça, c'est quelque chose de toute façon qui est un must. Il va de pair avec l'électrification des flottes.
Bien, l'heure a tourné, donc je vous propose que l'on passe à la séquence questions-réponses. Si vous avez une question à poser à nos intervenants, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, une question en haut. Et merci de vous présenter peut-être avant de poser votre question. Bien sûr, bonjour Jean-Baptiste Rémignon, je suis du groupe Aegis. Je me demandais au niveau de l'urgence climatique, etc., la gestion de la batterie, par exemple dans le cadre de fortes chaleurs ou des températures extrêmes, de quelle manière est-ce que l'énergie est retenue dans la batterie? Et est-ce que ce sera viable si justement quasiment tous les véhicules sont électriques? Comment ça se passera la gestion justement des batteries? Qui souhaite répondre? Juste pour dire que dans notre cas, on a des batteries qui sont refroidies, un circuit interne avec je dirais, une ventilation pour prendre en compte l'aspect énergétique des batteries. Donc c'est quelque chose auquel on s'y prépare. François Varnier de Vailly, Benjamin Lugan, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense que la question des batteries, c'est aussi la difficulté que nous avons dans notre pays, notamment sur la gestion des installations classées. Et en fait, je vois un lien. Voilà, c'est-à-dire que d'un côté, on accélère sur la transition énergétique et c'est plus un sujet. Voilà. Et d'un autre côté, il faut à chaque fois obtenir une autorisation d'exploiter. Et là, il y a un peu, l'État est un peu bicéphale. Voilà. D'un côté, beaucoup de mesures de protection par rapport aux batteries, et puis de l'autre côté, il faut aller vite, et on vous subventionne. Donc là, il y a aussi ce côté autour de la batterie, et globalement, y compris aussi des véhicules GNV, voilà, un peu un petit côté bicéphale. Voilà. Et du coup, par rapport à la gestion des températures des batteries, c'est ce qu'on a traversé comme crise, c'est tout le sujet, c'est la supervision en temps réel et en permanence. Voilà. Mais ça, les industriels maintenant y arrivent. C'est ce que vous a dit Jean-Marc. Une autre réaction peut-être? Non? Enfin, s'il s'agit de l'emballement thermique des batteries, oui. Enfin, c'est le. En fait, on parle toujours du socle, le state of charge, le SOH, le state of health, et il faut qu'on invente le SOS, le state of safety. Et en fait, il faut que ça arrive en numéro 1. J'ai dit ça à Iveco il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Parce que safety first, c'est vrai partout. Et donc, pour Keolis, c'est la data numéro 1 qui doit arriver d'une batterie, c'est celle-là. C'est-à-dire être capable de dire à un conducteur ou dans un PC, à un superviseur, attention, il y a un risque d'emballement thermique dans 1 heure, une demi-heure, 10 minutes ou 5 minutes. 5 minutes, c'est pas beaucoup. Ça laisse le temps d'évacuer le bus quand même. Mais donc c'est le sujet numéro 1. On n'en parle jamais en fait. Mais le SOS, c'est très important. C'est la base, quoi. C'est la base. Donc vous avez raison. Et la problématique des chocs, par exemple Pour l'instant, franchement, on n'a pas eu ce problème-là. On n'a pas eu ce problème. Parce que les batteries, jusqu'à maintenant, sont sur les toits des véhicules. Oui. On commence à avoir de plus en plus des véhicules avec des batteries dans les planchers. Bah oui. Donc on verra. VDL, par exemple. Pas que VDL, il y en a plein. Pas que VDL, d'ailleurs, oui, c'est sûr. Donc oui. On verra. Mais la question est intéressante, Philippe, parce que la vraie vie, c'est ça. C'est-à-dire un opérateur... C'est pendant 20 ans, tous les jours. Pendant 20 ans, tous les jours, qu'il y ait des trous dans la route ou qu'il n'y en ait pas. Donc, il va se passer des choses. Il va se passer des choses, c'est évident. Voilà. Oui, l'exigence est énorme, c'est sûr. On prend une autre question? Une autre question peut-être? Non? Oui. Ce sera la dernière d'ailleurs parce que... Jean-Pierre Petit, ministère de l'Agriculture, chargé de mission biocarburant.
Sur les bus électriques, il y a un point qu'on n'a pas abordé. En fait, c'est le surpoids lié aux batteries. Alors, moi, ça me pose des questions quand, effectivement, l'énergie nécessaire, donc où on va surconsommer du fait de ce poids mort, de la limitation en fait de la charge d'emport des passagers, et puis également là plus pour la voirie, l'impact que l'on a en fait sur l'usure de la voirie au niveau de la circulation des bus. Est-ce que, enfin, je sais pas, c'est peut-être plutôt une question auquel Monsieur Diveco pourra répondre. Est-ce que c'est quelque chose qui est impactant à différents niveaux, au niveau exploitation, au niveau conception, construction et puis consommation énergétique? Jean-Marie Boucheret. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à avoir avec des véhicules standards qui vont transporter 90 personnes en version électrique. Donc, c'est déjà une très bonne capacité d'emport. Aujourd'hui, en France, on a des charges à l'essieu qui, pour l'essieu arrière, est à 13 tonnes. Donc, je dirais que c'est la même chose pour des véhicules à motorisation conventionnelle. Selon les pays, on peut avoir une prime éventuellement de 1 tonne pour pouvoir emporter davantage de PTAC sur le véhicule pour compenser finalement entre guillemets, le poids mort issu de la traction électrique et des batteries. Néanmoins, la consommation énergétique brute est quand même plus faible avec un véhicule à traction électrique qu'avec le moteur à combustion interne, si on raisonne en énergie brute. Voilà. Bien, nous avons le temps pour une toute dernière question. Non, on me fait signe que non. Bien, donc, avant de nous quitter, je voudrais surtout remercier très vivement nos intervenants d'aujourd'hui pour la qualité des échanges que nous avons eus. Ce rendez-vous annuel est de plus en plus intéressant. Je voudrais vous remercier également, chers amis du public, pour votre écoute attentive. Remercier également ceux qui nous auront regardé sur Internet. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence de VRT. D'ici là, surtout, le plus important, portez-vous bien. Et j'espère à très bientôt.